c'est l'heure de l'invité du journal. Le report du mini-sommet à Goma, au Nord Kivu, qui devait s'y tenir pour relever les tensions qui persistent entre l'Ouganda et le Rwanda d'une part, et Burundi et le Rwanda d'autre part. Nous allons parler de fin de consultation de groupe des 13 personnalités politiques et de la société civile, échange entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et ces 13 personnalités. Et puis pour en finir, nous allons chuter avec la rentrée parlementaire que nous savons tout ce qui est essentiellement budgétaire. Ce sont là les 3 points que nous allons aborder avec notre invité. Il s'agit du docteur Noël Tchani Mwadiavita, que je salue. Merci de me recevoir ici. Ça a toujours été un plaisir. Je suis toujours très content de venir à Vainqueur Télévision. Et voilà, nous allons commencer avec le mini-sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs qui devait avoir lieu à Goma et plus précisément dans la province du Nord Kivu. Nous le savons que ce sommet a été reporté à une date ultérieure, ce en prévision de l'Assemblée générale de l'ONU. À quoi pouvons-nous nous attendre? Vous savez, quand il y a des tensions entre deux pays ou entre un groupe de pays, c'est toujours de la bonne politique et de la bonne diplomatie que ces pays-là ou les leaders de ces pays se rencontrent pour analyser, se parler face à face, analyser la situation et trouver des solutions. Nous savons actuellement qu'il y a des tensions entre le Burundi et le Rwanda, entre l'Ouganda et le Rwanda, et il y a souvent violation de l'intégrité territoriale de la RDC par les armées du Rwanda et les armées de l'Ouganda. Donc, l'idée d'avoir un sommet était une bonne idée. Mais quand on va dans un sommet de ce genre, avant même de l'annoncer publiquement, il est important que le pays organisateur entreprenne des démarches pour préparer tous les autres pays et avoir leur adhésion, leur accord pour la participation à ce sommet-là. Nous avons une prolifération d'ambassadeurs itinérants à la présidence de la République. Nous avons les ministres des Affaires étrangères, nous avons des hautes personnalités de ce pays que le président de la République pouvait envoyer pour aller préparer le terrain en allant dans chacun des pays et s'assurer que tous les chefs d'État étaient d'accord. Je suis surpris personnellement qu'en dernière minute, il n'y a pas eu une préparation suffisante. Donc, nous devons tirer les leçons de cette expérience-là pour que, dans l'avenir, la préparation des futurs sommets, de ces mini-sommets ou bien d'autres sommets, soit faite minutieusement parce qu'il en va de la crédibilité non seulement du chef de l'État, de la diplomatie congolaise, mais aussi de la République démocratique du Congo. Et nous le savons, l'objectif de ces mini-sommets était plus la décrispation des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda d'une part et entre aussi Burundi et le Rwanda d'autre part. Et pensez-vous que ce sommet allait résoudre le problème des pays voisins des Grands Lacs? Vous savez, c'est un secret de polichinelle. Dans notre sous-région, il y a certains pays qui sont devenus un problème permanent et avec lesquels nous devons faire affaire. Le Rwanda est un pays qui cause des problèmes à tous les pays, à la RDC, au Burundi, mais également à l'Ouganda. Avoir des sommets, c'est très bien, mais il va falloir à un moment donné qu'on se décide de régler ce problème-là définitivement parce que je pense que le leadership rwandais est devenu ce que je peux appeler une épine sous le pied de tout le monde. Et quelle est votre réaction vis-à-vis des propos tenus par l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa sur les différents massacres qui se sont perpétrés en 1998 à Bukavu? Je pense que cet ambassadeur a insulté la mémoire collective du peuple congolais. Nous avons perdu beaucoup de Congolais dans ces invasions à perpétuité qui viennent de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et avoir un ambassadeur qui représente ce pays, qui a commis des crimes dans notre pays, venir sur notre territoire et nous dire qu'il n'y a pas eu génocide, alors que dans notre pays, vous savez quoi, depuis que le Rwanda a commencé à entrer en RDC depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, on a environ 10 millions de personnes qui sont mortes. Nous avons un véritable génocide. Et un génocide 10 fois, 12 fois plus important que le petit génocide de Rwandais que ils essayent d'émuler chaque fois.
Donc, avoir un ambassadeur qui vient de ce pays-là, dans notre territoire, dans notre pays, et nous dire qu'on exagère et qu'il n'y a pas eu donc de génocide congolais, je pense que c'est une insulte. Par conséquent, nous, en tant que pays souverain, il est important que cet ambassadeur rentre chez lui. Il y a eu un appel dans ce sens qui vient des organisations citoyennes, Filimbi, La Lucha, il y a eu des leaders politiques. Moi, j'ai fait le même appel. Il y a eu d'autres leaders politiques qui ont fait le même appel. Nous demandons au président de la République et à notre ministre des Affaires étrangères de s'assumer et de pouvoir assumer la souveraineté de la République démocratique du Congo en renvoyant à Kigali cet ambassadeur qui est devenu indésirable dans notre pays. Et nous allons changer des chapitres, c'est-à-dire que nous allons quitter la diplomatie pour parler aussi de notre pays, cette fois-ci avec les consultations de G13. Nous le savons que ce groupe a déjà fini leur consultation des classes politiques, des confessions religieuses et autres. Et ce lundi, ce groupe a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour émettre la primaire de ces consultations. Est-ce que leur démarche aboutira et quelle est votre appréciation? Vous savez, quand on a des problèmes à régler dans un pays, toute initiative est bonne pour arriver à régler ces problèmes-là. Dans le cadre de l'organisation des futures élections, moi, en tant que président de la Force du Changement, j'ai rencontré un certain nombre de leaders politiques qui viennent du Katanga, du Kivu, du Bas-Congo. Nous avons des gens de Kinshasa, du Bandundu, du Kasaï. Donc nous avons un groupe de personnes, je pense une dizaine de personnalités. Nous avons aussi mené des réflexions sur comment le processus électoral s'est passé dans le passé, en 2018, et ce que nous devons faire pour éviter la répétition des erreurs. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé qu'il faudrait que nous puissions changer le mode de scrutin. Le mode de scrutin, qu'on puisse passer des scrutins indirects au scrutin direct en ce qui concerne donc le choix des sénateurs, mais également le choix des gouverneurs des provinces. Que nous puissions conserver le système donc de scrutin direct pour le choix du président de la République. Nous avons trouvé qu'il faudrait qu'on puisse enrôler les Congolais de la diaspora pour leur permettre de participer dans le choix des dirigeants donc, du pays. Nous recommandons aussi qu'il y ait au niveau des élections présidentielles, qui est ce que j'appelle donc le système d'élection à 2 tours, pour qu'au premier tour, les candidats différents, s'il y en a 20, 30 ou ainsi de suite, puissent se faire concurrence, s'éliminer mutuellement, et qu'au deuxième tour, qu'on reste avec 2 ou 3 candidats au maximum, pour que l'attention de tout le monde soit focalisée sur eux et qu'on choisisse les meilleurs. Et surtout aussi, qu'on introduise le système de débat contradictoire, obligatoire, entre les candidats à la présidence de la République. Ce sont des propositions que nous faisons avec notre groupe. Maintenant, on peut comparer ces propositions à celles qui pourraient venir donc de ce groupe-là, donc des 13 parlementaires ou des 13 personnalités, ou d'autres groupes aussi, et que nous puissions tamisser, prendre les meilleures propositions à mettre sur la table. Mais je voudrais au moins faire une parenthèse en ce qui concerne la recommandation de faire un dialogue. Notre pays a connu beaucoup de dialogues. Et la plupart de ces dialogues-là aboutissent au partage des gâteaux avec des gens qui viennent pour dire « moi, je voudrais être vice-président de la République, je voudrais devenir Premier ministre », ainsi de suite. Je souhaiterais que nous puissions respecter l'état de droit. L'état de droit veut que nous avons eu des élections, on a donné un mandat de 5 ans à un chef de l'État, il faut attendre dans 5 ans pour arriver à faire d'autres élections. Donc, si on a des discussions autour d'un sujet spécifique comme l'organisation des élections, qu'on se limite à un petit forum, peut-être d'une journée ou 2, mais pas venir avec des dialogues comme ceux que nous avons connus dans le passé. Monsieur Dr Noé Tchani, nous savons, le Front commun pour le Congo avait rejeté cette démarche de G13. Cette plateforme politique avait-il raison de rejeter le G13? Moi, personnellement, je suis plus inclusif que ces fameux groupes-là de FCC. Pourquoi? Parce que je pense que tout Congolais a le droit de faire des propositions pour améliorer la façon dont la RDC fonctionne. Et si le G13, qui est constitué d'un groupe de Congolais, a trouvé qu'il faut faire des propositions, il faut qu'on les écoute, qu'on entende d'abord leurs propositions.
Si elles sont bonnes, on peut les retenir. On peut les comparer aux propositions que moi je viens de faire en tant que président de la Force du changement, étant donné que tout le monde est préoccupé pour améliorer la façon dont la RDC fonctionne, mais rejeter en bloc une démarche entreprise par des compatriotes, je pense que ce n'est pas congolais et ce n'est pas catholique. Je souhaiterais que les gens du FCC apprennent à être modestes, à écouter les autres et à ne pas penser qu'ils sont les seuls qui peuvent apporter des solutions. Ils ont dit réforme, oui, mais au niveau des institutions, est-ce que vous soutenez aussi des réformes au niveau des institutions ou vous êtes contre? Non, moi j'ai toujours proposé des réformes structurelles et institutionnelles. Et maintenant, est-ce qu'on peut mener ces réformes à l'intérieur des institutions ou en des autres institutions? Ça dépend. Le point de départ, c'est d'abord d'entendre le diagnostic que fait chacun des groupes. Nous avons fait un diagnostic et je pense que beaucoup de réformes que nous proposons, nous pouvons les faire dans le cadre des institutions. Mais il faudrait qu'on entende aussi le point de vue des autres et qu'on reconnaisse aussi quelle est la qualité de ces institutions sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire des réformes. Si les institutions sont bourrées, remplies des gens du FCC qui se sont mis là-bas pour pouvoir préserver leur avantage sur la situation politique, je pense en ce moment-là, il faudra qu'on envisage de faire des réformes en dehors des institutions parce que leurs institutions vont assurer toujours la suprématie du Front commun pour le Congo sur le système politique congolais. Et Dr Noël Chani, il y a eu rentrée parlementaire ce mardi. Il y a plusieurs sujets qui ont été suspendus lors de la session précédente, entre autres les lois Minaku et Sakata sur la réforme de la justice et puis l'entérinement par l'Assemblée nationale de Rossard Malonda à la tête de la CENI. Selon vous, est-ce que cette session y arrivera à lever ces options? Écoutez, s'il y a la bonne volonté de tous les acteurs qui sont impliqués, il y a toujours moyen de garder l'espoir. Mais nous connaissons très bien que ces lois-là ont été déjà rejetées par la population. Il y a eu même des manifestations qui ont abouti à des morts. Il y a eu l'ancien ministre de la Justice, le vice-premier ministre Tunde Akasende, qui a été forcé de démissionner à cause donc de ces lois-là. Il y a eu report de discussion sur ces lois au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse remettre ça à plus tard, c'est-à-dire à la session de septembre. Donc, je ne pense pas que pendant cette période-là, il y a eu quelque chose donc de neuf. Donc, les lois Sakata et Minaku sont les mêmes que nous avions rejetées lors de la session parlementaire donc antérieure et je ne m'attends pas à des miracles. Elles seront rejetées encore donc cette fois-ci. Et toujours par rapport aussi à la rentrée parlementaire, nous savons que cette session est essentiellement budgétaire. Vous, en tant qu'économiste, nous le savons qu'aujourd'hui, le gouvernement Ilunga Ilunkamba a déjà totalisé une année depuis son investissement. Est-ce que ce gouvernement arrivera à mobiliser les 11 milliards de dollars tels que annoncés? Moi, je pense que c'est un secret de polichinelle. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba, après un an de fonctionnement, n'a pas fait grand-chose. Sincèrement, on m'a demandé quelque part de pouvoir lui donner une note sur 10. J'ai donné à ce gouvernement-là 2 sur 10, étant donné que, il nous avait présenté un budget qui était monstre, 11,8 milliards de dollars. Il s'avère aujourd'hui qui ne sont même pas en mesure de mobiliser 3 milliards de dollars sur les 11 milliards qu'ils avaient donc annoncés. Donc un étudiant à l'université qui fait un travail de ce genre-là, on lui donne donc moins que la moyenne. Donc c'est pour ça que je leur donne donc 2 sur 10. Mais au-delà de cela aussi, ils nous donnent un budget qui était énorme et qu'ils ne peuvent pas réaliser. Et en même temps, ils nous donnent un gouvernement qui est budgétivore, qui demande beaucoup de ressources financières pour fonctionner. Je pense que ce n'est pas réaliste. Ils n'ont pas pu concilier et les moyens et aussi les dépenses que le gouvernement est-ce que la pandémie de la Covid-19 ne sera pas une raison de plus pour le gouvernement de dire que voilà, on n'a pas pu mobiliser le moyen parce que voilà, il y a eu la maladie? Oui, la pandémie, c'est une très bonne excuse. Il faut admettre que la pandémie a affecté toutes les économies du monde. Même les économies des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de l'Union européenne ont été affectées par ça. La RDC est un des pays les plus affectés donc, par la pandémie.
Mais cela étant, nous considérons simplement, nous avons jugé notre gouvernement pendant cette période de pandémie. On n'a pas senti l'esprit de combativité pour régler donc les problèmes. Donc la pandémie est venue aggraver des problèmes qui existaient déjà, mais n'est pas la seule raison pour la mauvaise performance du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et quel est votre point de vue par rapport à l'octroi de la structuration des moyens pour la structuration de la MIBA? J'avais suivi avec intérêt la réunion du Conseil des ministres qui avait alloué 5 millions de dollars à la restructuration de la MIBA lors de la visite, je pense, de la haute direction de cette compagnie minière à Kinshasa. Moi, j'étais sidéré et je suis sidéré. Pourquoi? Parce que j'avais personnellement effectué un voyage en Bujimaï et j'avais visité la MIBA avant la mise en place de la nouvelle direction actuelle. Et les informations que j'avais récoltées indiquaient que la MIBA avait besoin de 350 millions de dollars pour apurer les arriérés des salaires, apurer la dette à l'égard des fournisseurs, pour renouveler l'outil de production, donc des nouveaux équipements qu'on doit acheter, mais surtout pour pouvoir financer ce qu'on appelle donc le fonds de roulement. Total 350 millions de dollars nécessaires pour réhabiliter la MIBA. Sur 350 millions, si on lui alloue 5 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je pense qu'on n'est pas réaliste pour arriver à restructurer cette compagnie-là. Je voudrais encore une fois de plus faire un appel solennel au chef de l'État, à l'État congolais, au gouvernement congolais, en disant ceci. La MIBA a été la vache à lait de tout le monde dans ce pays. On a utilisé les ressources de la MIBA pour financer les guerres, pour financer le développement donc de toutes les provinces, pour pouvoir alimenter le budget national. Aujourd'hui, la compagnie est en difficulté, entraînant avec elle l'économie de tout le Grand Kasaï et l'économie de tout le centre de la République. Je demande qu'on puisse renvoyer la censure à la MIBA en lui trouvant les moyens nécessaires pour sa réhabilitation. Et nous allons chuter avec la négociation du programme du gouvernement soutenu par le Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous pensez des préalables? J'ai suivi avec intérêt les préalables tels que discutés ou convenus entre le ministre des Finances, notre ministre des Finances et l'équipe du Fonds monétaire international. Il y a eu 3 préalables. Le premier, c'est d'avoir un budget réaliste. Je soutiens l'idée qu'il faut qu'il y ait un budget réaliste. Donc le gouvernement doit faire son travail pour identifier toutes les ressources publiques qui doivent entrer dans les caisses de l'État et qu'on ait un budget qui reflète les potentialités du pays, mais également les besoins de développement du pays. 2, on a posé comme préalable la restructuration de la Banque centrale. Là, je ne suis pas d'accord avec la position prise par les deux côtés, le Fonds monétaire, mais également le gouvernement de la RDC. Pourquoi? Parce qu'on a défini la restructuration de la Banque centrale comme étant la nomination par le chef de l'État de commissaires aux comptes, mais également des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Non, messieurs et mesdames, je voudrais vous dire que la restructuration de la Banque centrale du Congo doit aller au-delà de cela, c'est-à-dire en plus de la nomination des commissaires aux comptes et des administrateurs. Il faudrait qu'on puisse envisager sérieusement le changement de la haute direction de la Banque centrale qui a prouvé ne pas être à la hauteur des ambitions donc d'une institution monétaire de ce genre-là. Il faut qu'on envisage tout un programme pour mettre fin à la dollarisation. Pourquoi? Parce qu'avec la dollarisation actuelle, la Banque centrale fonctionne comme une entreprise à perte. Elle perd tous les revenus de seigneuriage au profit du Trésor américain et elle absorbe donc les pertes ici. Il faudrait qu'on envisage la restructuration du personnel, c'est-à-dire de l'organigramme même de la banque, comment il est organisé, non seulement au niveau du siège à Kinshasa, mais aussi au niveau de toute la République démocratique du Congo, parce que je vous rappelle que la Banque centrale, telle que nous l'avons aujourd'hui, la structure était adoptée quand on avait 6 provinces. On est passé de 6 provinces à 8, à 11, de 11 à 26, et nous gardons la même structure organisationnelle de la banque. Il est temps de mettre à jour donc toutes ces choses-là. Et enfin, il y a un troisième préalable, qui est la publication des contrats miniers. Je pense que c'est un mécanisme donc de transparence. Il faut publier les contrats que la République démocratique du Congo a signés dans le domaine donc minier. Merci beaucoup, Dr Noé Tchani. C'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir de venir à Vainqueur Télévision. Merci beaucoup. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cet entretien. Aujourd'hui, nous avons parlé autour du report du mini-sommet qui devait se tenir à Goma, au Nord Kivu. Fin à des consultations des groupes de 13 personnalités politiques et de la société civile, échange entre le président de la République et ce groupe. Et
puis nous avons chuté avec la rentrée parlementaire qui est essentiellement budgétaire. Ce sont les différents points que nous avons abordés avec notre invité que je rappelle, c'est le docteur Noé Tchani Mwadiavita, ancien candidat à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.